de peut-être de m'envoi ou de Pascal, donc qui aide Malcolm X à aller, à faire son pèlerinage à la Mecque. Je vais pas te demander toi parce que Même moi, tu sais pas? ça devrait être logiquement un musulman. OK. Heu, ah non, ça peut pas être Mohamed, je pense pas que ça puisse être Mohamed Ali. Donc non, non, je Non, non, à ce moment-là, il est complètement séparé. Si on ouais. réfléchit bien, quand on va même au-delà de la partie d'aujourd'hui, il y a une personne qui a toujours eu, les arrières de Malcolm, tu vois? Il y a Wilfried, il y a le Wilfried, son frère, mais peut-être que je vais un peu trop loin. Je te laisse une dernière chance. Il y a, non, non, j'allais dire, non. Il y a personne qui est dans le chat non plus? Non, il y a personne. Mon dit j'ai oublié. Je pense Pascal, non, je crois pas Pascal, non, c'est pas une suggestion par rapport à la personne dont on est, non. Ouais, OK. Ah, Ella? Ella? Qui a dit ça? M'envoie. Ah, la grande gagnante. Mais bien sûr, c'est sa sœur, sa grande sœur qu'on oublie beaucoup. C'est là, elle finance son voyage et pourtant ils sont pas pour à ce moment-là, En super bon terme. ils sont pas en super bons termes, tu vois? Parce que et là, à un moment donné, elle était dans la Nation of Islam, elle a fait 1 an, tu vois? Elle a fait 1 an, elle était à Boston, mais elle avait beaucoup de elle, c'est une femme forte, hein. Déjà, elle ne croyait pas du tout, elle est rentrée dans la Nation of Islam parce que toute sa famille était dedans et qu'elle aimait vraiment les principes du garvéisme, mais dire qu'Elijah était un prophète et ce genre de choses, elle y croyait pas du tout. Donc après 1 an, en fait, elle est partie et Malcolm X l'avait un peu, comment dire? Avait un peu évité. Quand elle est partie, il l'évitait un peu. Par contre, même s'il était en froid, il continuait à discuter sans vraiment être à fond dedans. Mais quand Malcolm X va chez lui Mmh. pour lui demander, de pouvoir financer son voyage, elle lui demande: «Tu as besoin de combien?» Toujours là, et là, toujours là pour elle, pour lui. Incroyable. OK. Ouais. C'est vraiment une héroïne, c'est une héroïne, en fait, pour lui. C'est une héroïne, tu vois? Il le dit dans son livre, tout au long de son livre, il le dit en plus, hein. C'est vraiment la femme, qui d'ailleurs, il y a 4 femmes dont il parle. Je ne sais pas s'il y a des gens dans le chat, mais ça, c'est une question que je lance comme ça, c'est qu'il parle de 4 femmes qui étaient importantes dans sa vie. Il y a sa maman, tu vois? Ça, c'est sûr. Il y a Ella, il y a Betty. La 4e, c'est la question que je me pose, c'est qui cette 4e femme? Tu vois? Si quelqu'un Mmh. a peut-être, la réponse. Donc là, il va faire son pèlerinage à la Mecque. C'est en fait le prince Faisal d'Arabie qui va faciliter son entrée dans la ville sainte parce qu'il faut savoir que il faut être musulman pour entrer dans la ville sainte. Et la Nation of Islam n'est pas reconnue comme étant l'islam, euh, un des islams du Moyen-Orient. Donc c'est vraiment c'est le prince Faisal. Et ce qui est important pour lui, c'est qu'il est vraiment accueilli comme un officiel. Tu vois? Pourtant, il a quitté la Nation of Islam. En Amérique, c'est vraiment, le persona non grata. Mais quand il arrive là-bas, c'est vraiment, tu vois, on l'accueille, on amène des voitures, il rencontre le prince Faisal. Donc c'est vraiment quelque chose qui le prend beaucoup. En allant faire son pèlerinage, il change vraiment la vision sur l'islam. Le côté les blancs sont mauvais de nature, ça, il les rejette complètement. Pourquoi? Parce que quand il va là-bas, il mange avec toutes sortes de personnes. Il avait déjà été, tu vois? Les gens vont dire: «Ouais, mais en 59, il avait déjà été en Arabie Saoudite». Oui, il avait vu des blancs, mais là, il voit carrément des blancs blancs, tu vois? Des blonds, des roux, des gens qui Caucasien, tu veux dire, ouais. des caucasiens comme des Américains blancs, pas des Arabes, mais vraiment des caucasiens et il sent qu'ils mangent dans la même assiette, ils partagent, il sent qu'il y a pas le même regard qu'il a quand il est aux États-Unis. Donc Mmh. ça le choque. Il dit: «Mais je pense que c'est pas une question de couleur de peau, ça c'est totalement faux. C'est vraiment une question de, tu vois, de foi, interne» et il dit que l'islam, c'est vraiment la religion qui peut transcender justement la couleur de peau, heu, donc il devient un musulman orthodoxe. Il dit: «Franchement, je rejette complètement». C'est ça, c'est cet islam-là que je voudrais, conquérir à travers mon organisation Muslim Mosque. C'est ça que je vais, que je vais propager, ce genre de choses. Donc, le pèlerinage à la Mecque va vraiment lui ramener dans le vrai islam, en tout cas l'islam qui est le plus connu. Après son pèlerinage, il va continuer son voyage, il va aller en Égypte, il va faire un petit détour au Liban et puis il va aller en Afrique. C'est là qu'on va plus parler du panafricanisme. Je ne sais pas, il me reste combien de temps? Je pense qu'on est dans les On 3. est Oui, 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 on a fait presque,
On a fait presque 2 heures. On a encore un bon quart d'heure. Ah oui, d'accord, OK. Mais, parce que j'aurais quand même voulu faire l'échange, même si, on n'est pas beaucoup, mais Ah, ah, oui, oui, on va prendre le temps de faire l'échange. donc Malcolm X en Afrique. Donc c'est cette partie-là qui est pas souvent expliquée quand, on parle de Malcolm X. On parle beaucoup du fait qu'il est parti à la Mecque et qu'il est revenu. Par contre, son voyage en Afrique a été déterminant parce que c'est pas un voyage qu'il faisait juste pour, s'amuser ou bien pour, s'aérer l'esprit. Non, sa mission était vraiment de pouvoir porter la cause des Afro, américains auprès de leurs frères, africains du continent. OK. Donc c'est bien des voyages faits en 1964, hein, donc c'est, Ouais, au même moment où il part OK. Ce qui est exactement, c'est je pense aussi ce qui est important juste pour, l'audience, c'est qu'en même temps, aux États-Unis, donc il y aura eu la on est après la marche, de août 63 et en même temps, c'est là qu'il commence à avoir les 1res lois, contre la ségrégation qui passent, hein, en 64-65. oui. C'est un peu la même période, ouais. Effectivement, d'ailleurs, c'est ça une petite parenthèse, c'est que quand il va revenir justement, il va rencontrer, Martin Luther King justement, au Ouais. moment où il y a cette loi qui passe. Il lui serre la main, ça dure 10 secondes. C'était en mars 64, ça c'était avant qu'il aille à la Mecque. Ça dure 10 secondes, je pense que j'ai sa photo ici ou bien Oui, vous pouvez ouais, voir, ouais, mais c'est quelque la seule chose. photo qu'on voit de Malcolm en train de marcher, de serrer la main à Luther King. Ça dure OK, que 10 secondes, donc ces 2 personnes ne se sont rencontrées que pendant 10 secondes, OK. le temps d'une photo. Donc, il va au Nigeria. Au Nigeria, là-bas, il est toujours bien accueilli. Ce qui le choque vraiment, c'est qu'il est accueilli et qu'il est connu, dans le sens où on le prend, enfin, en tout cas, surtout des étudiants afro-américains, des étudiants, africains. Il est assez connu et la cause qu'il veut défendre, c'est le fait que aujourd'hui, notre combat ne doit pas se situer au niveau national, au niveau des États-Unis. C'est vraiment, on doit prendre notre cause au niveau des Nations unies. Tu vois? On doit prendre ça, on peut pas aller chez un criminel pour, lui faire payer notre crime. On doit aller en cour, on doit aller au tribunal. C'est les Nations unies, là où qui est représenté par plusieurs pays. C'est là-bas qu'on on condamne des personnes. Ça sert à rien de chercher l'intégration, ça sert à rien de dire au gouvernement des États-Unis: «Vous nous faites du mal, arrêtez». Non, il faut que les Afro-Américains aillent aux Nations unies accompagnés des Africains. Ces Mmh. Africains, c'est 52 nations, tu vois? 54 aujourd'hui, mais c'était 52 nations. Donc, l'Amérique, oui, elle est grosse, mais aux Nations Unies, elle n'a qu'un vote. Tandis que l'Afrique, même s'ils sont petits, ils ont 52 votes. C'est pour ça qu'il voit ce lien-là. Et ce qu'il veut faire, c'est qu'il, déjà, de un, il veut savoir qu'est-ce que les Africains du continent pensent du combat afro-américain, mais surtout, il veut qu'ils puissent embrasser la cause pour pouvoir défendre leurs frères afro-américains pour les amener devant comment dire, les Nations Unies. Et c'est pour ça qu'il va faire beaucoup de conférences, il va faire beaucoup de meetings, de rassemblements, de discours. Il va faire un discours au Ibadan University Trenchard Hall, dans lequel vraiment il va parler de ce fait que, voilà, on vous donne une bonne image des États-Unis parce que c'est un pays qui, soi-disant, n'a jamais colonisé l'Afrique. Mais quand vous regardez bien, sachez que les Occidentaux qui colonisent là, si l'Amérique n'était Mmh pas derrière, ils n'auraient pas pu vous coloniser. Donc, ce mh. sont des hypocrites, tu vois. Et il échange aussi avec des officiels nigériens qui lui disent qu'on le sait, on est au courant, parce qu'il y a beaucoup de petits agents dans les ambassades américaines qui jouent la propagande de faire passer l'Amérique comme un bon pays, on aime les Africains, on aime ceci, or qu'ils nous colonisent, c'est la brutalité policière, ils nous tuent, et ce genre de choses-là, ils vous en parlent pas, tu vois. Ils sont quand même beaucoup plus méchants que les colons qui étaient en train de vous coloniser. Et c'est ça, ça a vraiment été son combat, c'est de pouvoir faire prendre conscience aux Africains que l'Amérique est en train de tuer leurs frères là-bas. Tu vois? Mmh. Donc c'est ce travail-là qu'il fait. Oui, c'est au Nigeria qu'on va l'appeler Omo Wale, donc l'enfant qui revient à la maison. Il a vraiment une bonne, tu vois, il a vraiment, un bon accueil là-bas, il se sent bien. Après le Nigeria, après Lagos, donc au Nigeria, il est à Lagos, il va passer à Accra, au Ghana. Dans lequel là-bas, le Ghana, c'est très, très important parce que c'est le premier pays panafricain, tu vois, avec Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, c'est le président des États-Unis qui, lui, avait vécu aux États-Unis. Donc, ce qui est bien, c'est que lui, il connaît la réalité des États-Unis. Il n'est pas comme les autres qui n'ont jamais été aux États-Unis, qui pensent que là-bas, c'est l'American Dream. Lui, il est conscient des réalités. Il a été beaucoup influencé par la doctrine de Garvey. Donc, ce que lui, il a fait, c'est qu'en étant président
du Ghana. Déjà, il voulait mettre en place les États-Unis d'Afrique, qui est la base du panafricanisme. Il a commencé à amener beaucoup d'expatriés américains, dont Webb Dubois, qui lui était aussi un éminent panafricain et qui est parti vivre au Ghana sur invitation en fait de Kwame Nkrumah. Il est décédé à 93 ans. Je pense que c'est pas longtemps d'ailleurs avant que Malcolm arrive. Donc, bref, c'est pour te dire que ça, c'était vraiment une terre qui accueillait vraiment beaucoup d'Afro-Américains. Beaucoup d'Afro-Américains sont retournés au Ghana. C'est pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, il y a une espèce aussi de mode dans laquelle les gens retournent le Ghana, le Ghana. Le Ghana, ça fait longtemps qu'ils accueillent. Et il y avait des dentistes, il y avait des personnes qui ont compris qui ont été déçues, en fait, du combat sur le sol américain et qui se sont dit, autant mettre toutes mes compétences pour un pays africain. Et donc, et là, il va rester avec un groupe d'expatriés qui vont l'accueillir, dont Maya Angelou, la chanteuse. Donc, encore une fois, il insiste sur le combat afro-américain qui doit être soutenu par le continent africain. Donc, en Amérique, il parlait beaucoup aussi du fait que les Afro-Américains doivent se reconnecter culturellement et philosophiquement au continent africain. Et en Afrique, il essaie vraiment de mettre en place le fait que il faut comment dire, vous impliquer dans la cause américaine parce qu'on est en train de tuer vos frères là-bas, en Mhm. Amérique, tu vois. Ouais. Donc donc le 10 mai 1964, c'est quand il arrive au Ghana. Il va aussi rencontrer la veuve de Dubois. Au départ, la veuve de Dubois ne voulait rien entendre de Marcus Garvey. Il faut savoir que son mari était un peu l'opposant de Marcus Garvey. Ouais, ça fait Ah, depuis un c'était un moment, peu ça. l'opposant, c'est cela. Donc, avec aussi la mauvaise publicité qu'il y avait de Malcolm X, étant, c'est à cause de lui-même. Hein, quand il faisait ses discours, il attaquait le mouvement des droits civiques, il attaquait les Martin Luther King, qui disaient que c'était des oncles Tom, c'est des gens qui sont en train de supplier pour qu'on les aime, alors que lui, donc voilà, elle avait une mauvaise image. Mais après avoir parlé avec Malcolm, elle est vraiment tombée en amour pour lui. Donc c'est pour Ok. ça qu'il y a vraiment, ouais, ils sont vraiment restés ensemble pendant très longtemps. D'ailleurs, ouais, d'ailleurs, c'est même elle, je vais en parler après, mais c'est même elle qui a. Tomber en amour avec sa vision, hein, pas. Ouais, ils sont mariés. Non, je rigole. Ouais, c'est ça. Non, c'était juste Non, 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 pour, évidemment, avec sa philosophie, avec, tu ouais. vois, avec sa façon de penser, elle dit qu'il était vraiment brillant, tu vois. C'était un espoir pour les Noirs, quoi. Et ils ont vraiment passé tout le séjour, enfin, pas tout le temps ensemble, mais en tout cas, Mhm. voilà, quoi. Comme une mère et son fils, d'ailleurs. Une bonne Tu partie. vois? Ok. Donc, et au Ghana, est-ce qu'il a aussi rencontré d'autres personnes? Est-ce qu'il a pu faire des discours? Est-ce qu'il a été dans d'autres parties, même après le Ghana? Est-ce qu'il a été dans d'autres parties de l'Afrique? Oui, oui, il a fait un discours d'ailleurs au Ghana's Great Hall, là où il dit que c'était vraiment pour lui comment dire, l'audience la plus grande qu'il a faite en Afrique. Et il n'a pas hésité à à accuser les Américains. Parce que dans cette foule-là, il voyait beaucoup d'Américains. Arrivé au Ghana, il voyait beaucoup d'expatriés américains blancs. Tu vois, et dans leur discours, ils voyaient vraiment que c'était des gens qui parlaient plus des opportunités que le Ghana pouvait leur donner, des opportunités économiques. Ils disaient, c'est quand même bizarre parce que, tu vois, les Noirs aux États-Unis, c'est des gens qui veulent s'implanter, participer à la vie sociétale et autres. Mais les Blancs, quand ils sont ici, c'est pour voir les opportunités économiques. Donc, dans ce discours-là, il a commencé vraiment à fustiger. Il a dit, j'ai pris tous les meilleurs mots, tous les meilleurs discours que j'ai pour vraiment expliquer que les Américains blancs qui sont là, parce qu'il les voyait beaucoup sourire. Il dit, vous voyez les Américains blancs que vous voyez ici, là, vous dites qu'ils sont gentils, ils ont l'air gentils, mais ils sont pas comme ça. Comment ça fait qu'ils sont pas comme ça en Amérique? Comment ça fait qu'ils nous sourient pas? Ici, ils sourient beaucoup. Pourquoi ils sourient ici? Parce que c'est vos minerais qu'ils veulent, tu vois? Parce Mhm. qu'ils vous aiment pas plus. Si vous êtes, quand ils sont aux États-Unis, ils rigolent pas comme ça. Tu vois, devant un Mhm. public dans lequel il y a des blancs. Et il dit qu'il voyait la tête des blancs devenir rouge, quoi. Tu vois, il conserve vraiment. Et il dit, moi, je suis pas un anti-américain, je fais pas ce discours-là pour être anti-américain. Moi, je ne dis que la vérité, tu vois. Si dans la vérité, ben, ça condamne les Américains, ben, c'est qu'ils doivent être condamnés, tu vois. Donc vraiment, il faisait vraiment son mission, c'était de faire la mauvaise pub, enfin, on va dire, de parler de la réalité de ce qui se passe aux États-Unis. Que la condition des Noirs est totalement, tu vois, médiocre, qu'ils vivent mal, qu'ils meurent, en fait, qu'on les tue là-bas. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais Emmett Till, les gens qui l'ont tabassé, ils ont été libérés, ils ont été innocentés. Tu vois, donc, il voyait vraiment qu'il y avait des crimes de guerre sous le silence aussi du gouvernement. Et ça, c'est un discours important. Il y a eu le Malcolm X Committee.
C'est un comité de beaucoup de personnes qui ont pris Malcolm et ils l'ont amené dans la nightlife. Donc, c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. Je sais pas le nom de ces deux personnes, mais en tout cas, ils l'ont pris en charge. Et en allant là-bas, on lui demandait parfois de faire des petits discours. Et il dit, ouais, dansez, vous pouvez vous amuser, mais n'oubliez pas Lumumba, n'oubliez pas Mandela qui est prisonnier. Il disait, moi, en tout cas, je ne danse pas. Je ne danse pas parce que le combat n'est pas fini. Tu vois un peu l'esprit. Donc, lui, là, il était déjà dans le côté, il n'y a pas de fête, on est là pour le combat. Et, euh, et voilà, je vais parler aussi du fait qu'il va continuer. Oui, bah, j'avais demandé s'il avait rencontré, comme Nkrumah est lui-même un panafricaniste, et puis il l'avait vu Ouais, à un colloque plus tôt. Est-ce qu'il l'a rencontré finalement? oui, oui, il a bien rencontré Kwame Nkrumah sur recommandation justement de Charlet Dubois, la femme de Du Bois, Webb Dubois. Il l'a rencontré. C'est un meeting vraiment formel, hein, même si Kwame est très vraiment habillé traditionnel et autres, mais il a beaucoup aimé parce qu'il y a eu une sécurité qui a fouillé Malcolm et tout ça. Et après, il a eu une audience. Et là, j'ai mis la phrase qu'il a dit dans son autobiographie. Il dit que nous avons accepté que le panafricanisme était aussi la clé de tous les problèmes des afro-descendants, en fait. Tu vois. Et là, pour moi, c'est ça qui pourrait même clôturer notre live aujourd'hui parce que c'est dans sa bouche qu'il le dit. Qu'il le dit que pour lui, la clé, c'était le panafricanisme. Et le panafricanisme, on peut revenir sur la définition, mais c'est vraiment cette relation entre les États africains et les autres membres des communautés diaspora, des communautés noires dans la diaspora. C'est OK. très important, tu vois. Et cette rencontre-là, elle n'a pas été longue, mais en tout cas, il a amené le fait qu'il voudrait que le Ghana puisse s'impliquer aussi dans cette dans cette, en fait, il veut porter plainte. Il veut porter plainte contre l'Amérique. Et il voulait justement avoir l'aide des leaders africains pour qu'ils puissent porter plainte. Mmh. Voilà. Donc, ça s'est bien Ah, passé et il a amené ça, il a amené son audience. Après, finalement, il a quand même continué son voyage. Il est parti à Monrovia, au Libéria. Il est parti au Sénégal, Dakar, à Casablanca, en Algérie, à Alger. À Alger, il dit qu'il était très, très impressionné, même s'il y avait une barrière de langue, parce que personne ne parlait l'anglais là-bas. Enfin, pas beaucoup de personnes parlaient l'anglais là-bas, mmh. mais et lui ne parle pas l'arabe. Il a trouvé ça quand même assez intéressant parce que en parlant avec la population, en tout cas avec son interprète, il voyait que les gens là-bas étaient vraiment dans la révolution. Eux, ils détestaient les Américains parce qu'ils n'avaient pas soutenu la révolution algérienne. Et ils disaient que eux, vraiment, c'était vraiment des vrais révolutionnaires. Ça, c'est ce qu'il mentionne, tu vois. Donc OK. ça, à Alger, ce qui est marrant, c'est qu'il arrive le 19 mai, à son 39e anniversaire. Il arrive à Alger et il va retourner le 21 mai 64 à New York. Tu vois, j'ai mis Mmh. cette phrase-là parce que ça, c'est une chose qu'il dit souvent. C'est qu'en revenant d'Afrique, un reporter blanc m'a déclaré qu'il a entendu dire que j'ai changé. Et là, il rigole dans son discours. Comment un blanc peut me demander si j'ai changé quand lui-même n'a pas changé? Mmh. Cette phrase, c'est pour lui dire que, en fait, tant que l'attitude des blancs ne change pas, il va pas changer. Parce que c'est comme s'il s'attendait à ce qu'ils disent, oui, non, finalement, vous aviez raison, on doit s'aimer, ceci, cela. Il dit, même si je ne suis plus dans la Nation of Islam, même si je suis plus en train de dire que les blancs, c'est des diables, et que pour moi, en fait, c'est une question de cœur, je pourrais travailler avec un blanc, il faut savoir quand même que l'attitude des blancs américains de ce système-là continue comme il est là. Tu vois? Donc, c'est pas une question de changer ou pas changer, c'est une question de c'est pas une question que nous devons changer, c'est que d'abord, il faut que le système ou que vous changez pour que ensemble nous puissions changer. Mmh. Je sais pas si c'est clair. Ouais. Non, non, c'est clair. Puis, alors, maintenant, quand il rentre à New York, il n'est plus membre de la Nation of Islam, là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il devient un soldat solitaire? Non, non, justement, c'est ça. Dès qu'il arrive, il annonce justement, comme il avait dit qu'il allait créer une organisation, là, il annonce vraiment les organisations qu'il a créées. Donc, la Muslim Mosque Incorporated, qui est l'organisation religieuse, et la OAAU, et donc l'organisation de l'unité afro-américaine. C'est important parce que ces deux organisations-là, c'est pour montrer sa pensée aujourd'hui enfin, aujourd'hui, à ce moment-là qu'il avait. C'était que son combat, comment dire, sa foi, c'est quelque chose de personnel. Il a créé une organisation pour rassembler les personnes qui ont la même foi que lui et pour pouvoir vraiment étendre la vraie religion de l'islam. En tout cas, qu'il a apprise. Il veut vraiment l'amener, comment être un bon musulman, comment ceci, cela, à travers cette organisation-là.
Il veut pas Mmh. mélanger entre la cause et la religion. Donc, parce que la Nation of Islam, pour pouvoir être sauvé, pour pouvoir ouais, être sauvé en tant que noir, il fallait être musulman. Là, il dit que Mmh. chacun peut être ce qu'il veut. Tu vois, tu peux être chrétien, tu peux être, je sais pas moi, juif, tu peux être tout ce que tu veux. Mais là, à ce moment-là, on parlait d'organisation politique. Et c'est là qu'il a amené le OEAU, organisation politique. C'est une organisation 100% noire aussi, mais cette fois-ci qui accepte aussi l'aide des non-noirs, c'est-à-dire des blancs. Mmh. Et j'ai pas de problème avec ce que les blancs puissent joindre notre combat, mais qui nous supportent. Parce que j'ai toujours l'impression que quand des blancs rentrent dans notre organisation, c'est pour être à la tête et les contrôler. Et c'est pour ça que je dis clairement que c'est un combat pour les Noirs qui est strictement avec des membres noirs, mais je ne travaille avec n'importe qui pourrait faire avancer notre cause. Ouais, donc c'est déjà un gros shift par rapport à comment c'était au niveau de la Nation of Islam, donc Exactement. tant dans sa vision de la religion que sa vision, du travail à faire, avec qui collaborer. Donc par rapport à la Nation of Islam, est-ce qu'il y a encore des communications? Est-ce qu'il y a une sorte d'officialisation de séparation? Qu'est-ce qui Oui, comme j'avais dit, avant de partir, il avait annoncé qu'il était plus dans la Nation of Islam, mais qu'il va créer son organisation qui va travailler peut-être pas de manière parallèle, mais dans le même sens. Par contre, malheureusement, il y a un conflit qui va être ouvert avec la Nation of Islam et ça va beaucoup se baser sur une éviction de la maison de Malcolm X. Puisque comme j'avais dit, quand il était dans la Nation of Islam, il n'avait pas de salaire. Il ne recevait pas vraiment, en tout cas, s'il recevait le salaire, c'est un peu peut-être moyen, enfin des petits montants pour qu'il puisse vivre. Mais sa maison dans laquelle il vivait, c'était la maison de fonction, c'est-à-dire la maison de la Nation of Islam. La voiture, c'est pareil. Euh, il payait ses charges, en fait, il payait toutes ses charges. Maintenant, du fait qu'il soit sorti, il voulait lui enlever cette maison-là. Mais Malcolm disait pas normal. Déjà, de un, je suis sorti de la Nation, j'ai pas un rond, tu vois, j'ai même pas eu le temps de pouvoir me retourner. Et de deux, moi, j'ai jamais rien touché. Il y a des temples il y a des maisons, en fait, qui commencent à se construire en Arizona, il y a des temples luxueux qui se font, les gens s'en mettent plein les poches, moi, j'ai jamais touché un sou, tu vois. mmh Alors maintenant, laissez-moi au moins la maison, en plus, il y a mes enfants dedans. Et il savait très bien que c'était une attaque personnelle. Et là, il va commencer, parce que, encore une fois, c'était une époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, le seul moyen de pouvoir communiquer de manière nationale, ben, c'est d'utiliser la presse. Et c'est là qu'il va commencer à dévoiler que Elijah Mohamed est père de six petits-enfants, voilà, dans des relations extra-conjugales. Et là, il le dit, ça, c'est vraiment le départ d'une guerre. Tu vois? Parce que là, tu dénonces le prophète aux yeux de tout mh. le monde, tu vois? Ouais, ouais. Tu commences à dire qu'il n'est pas, Tu vois? il ne devrait pas être un prophète en gros là, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, Malcolm commence à parce que évidemment là, il est pris de colère, puisqu'en même temps, Elijah, enfin, la Nation of Islam veut le mettre dehors avec sa famille, il a pas d'argent. Il dit: «Là, je me sens vraiment floué». Il commence à attaquer, il commence à dire: «C'est un faux prophète, il a jamais aimé les noirs». Donc ça a commencé à être une guerre ouverte entre Malcolm X et la Nation of Islam. Et la Nation of Islam, c'est pas n'importe qui, hein, tu vois? Et ça aussi, c'est un point que j'aimerais bien ajouter parce qu'on dit souvent que ouais, c'est Elijah Mohamed qui a tué Malcolm X, ceci, cela. Mais quand vous regardez bien, quand Malcolm est sorti, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont suivi, hein. Il y a des gens qui l'ont suivi, mais pas massivement. Ouais, Et Malcolm, si Elijah ne l'avait pas mis dehors, il serait encore là-bas. Enfin, à ce exact. moment-là, tu vois. Donc là, il y a vraiment une guerre ouverte. On va faire un autre live dans lequel je vais parler beaucoup plus en profondeur de l'assassinat de Malcolm. Et donc, ça vient un peu aussi avec le conflit ouvert. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est la rupture totale. C'est la Nation of Islam contre Malcolm X. Ils vont même tenter de le tuer. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je vais plutôt Et enchaîner sur son deuxième voyage en Afrique. Dans son deuxième voyage en Afrique, il va aller en Égypte, il va encore aller en Éthiopie, il va aller au Nigeria. Dans ce voyage-là, ce qui est intéressant, c'est que apparemment, là, il veut vraiment que ça devienne plus pragmatique, son combat. OK, j'ai déjà parlé du fait que j'aimerais qu'on puisse aller porter plainte, mais cette fois-ci, il demande à ce que ce soit effectif. Donc, il va vraiment aller avec les non-alignés. Quand il parle au leader, c'est pour que ce soit effectif. Malcolm, ça a toujours été quelqu'un qui veut mettre les choses, tu vois, on fait des plans, mais il faut les mettre en application. mmh, Donc, il va passer par, comment dire, il va aller en Éthiopie, il va aller au Nigeria, il va rencontrer Kenyatta.
Kenyatta, un leader aussi des indépendances. Il va aller au Tanganyika, ça s'appelle le Tanganyika, qui est devenu la Ok, Tanzanie. Il va voir la Julius Tanzanie. Nyerere, tu vois, un autre panafricain. Il va retourner au Ghana, il va aller aussi en Ouganda et il va aller en Guinée. Guinée très important, chez Sékou Touré. Là, carrément, encore une fois, hein, il est toujours pris comme un officiel et là, carrément, il va vivre même dans la maison présidentielle. Et Sékou Touré est prêt à lui, carrément, dans son combat, il est prêt à lui fournir une armée, tu vois. Lui, Sékou Touré est vraiment prêt à ce que ce soit carrément une lutte armée et il est prêt à aller de l'avant avec lui, tu vois. Donc, C'est fou, ça, hein. voilà. Donc, ça, c'est au point où il en était. C'était dans son deuxième voyage, c'était vraiment que ça devienne pragmatique, ce lien qui se fait. Donc, voilà, c'était un peu, c'était C'est- un, ouais, Donc, ça, c'est pas, qu'est-ce que j'allais dire par rapport à, parce qu'il y a, bon, il y a une chose, il a fait donc, il retourne à ce voyage en Afrique, toujours un peu heu, comme un officiel. Heu et est-ce que Malcolm X, un jour, se déclare, entre guillemets, «panafricain» peut-être? Ou alors il le dit sans utiliser le mot? plusieurs fois dans son livre, c'est ce qu'il dit, hein. Il le dit que le combat, en tout cas panafricain, est très important. Il ne le dit pas. Moi, pourquoi est-ce que j'ai parlé de panafricanisme? C'est que, en fait, dans son action, tu vois, dans son action, c'est du panafricanisme. Tu vois, si on revient à Oui. la première diapositive, en fait, c'est vraiment du panafricanisme. Lui, il a parlé plus du black nationalisme. Tu vois, je vais Mmh. très rapidement. Un black nationalisme qui transcende, les frontières. Voilà, exactement. Lui, son combat, c'était à Dans ce sens-là. l'international. OK. C'était vraiment à l'international. Son premier combat, c'était d'abord de porter plainte contre les États-Unis pour que tout le monde soit à même de ce gouvernement qui tue les Noirs, en fait. Parce que les États-Unis, c'est un pays qui n'aime pas la mauvaise publicité. C'est comme ça qu'il Mmh. mettait beaucoup d'argent pour pouvoir garder cette bonne publicité. Et Malcolm, lui, vraiment, son travail, c'était que on puisse mettre en avant ces frères noirs sur le continent américain qui se font tuer tous les jours, qui sont dans des mauvaises conditions. Tu vois, pour lui, ce qu'il reprochait au mouvement des droits civiques, c'est qu'il pensait que, il disait, c'est pas parce que vous allez commencer à rentrer dans des écoles, que vous allez commencer à vous mettre devant des bus, que ça va changer votre condition. C'est pas ça du tout. C'est vraiment, c'est qu'on vous reconnaisse en tant qu'humain, tu vois. C'est pas en tant que citoyen, c'est en tant qu'humain. Vous serez jamais américain. Il dit, moi, je suis pas américain. Moi, je suis un Africain qui vit le cauchemar américain. Il a Mmh. toujours été clair là-dessus, tu vois. Dans son deuxième voyage, je ne l'ai pas dit aussi, mais dans son deuxième voyage aussi, il y a une dimension, dans son deuxième voyage, il y a une dimension qui est un peu plus différente au niveau de son combat et la couleur de peau et la philosophie du nationalisme noir. Il commence à plus parler du capitalisme. Pour lui, le racisme vient du capitalisme. Personne n'est raciste, c'est juste des capitalistes. Tu vois, il dit Mmh. un blanc qui n'est pas raciste, c'est un socialiste. Donc, Mmh. dans son deuxième voyage d'Afrique aussi, c'est comme si il est moins il y a moins d'engouement parce qu'il commence à voir qu'il y a plusieurs leaders africains qui ne veulent pas justement cette séparation. Ils voient que, OK, d'accord, ils ont été indépendants de l'Europe mais en adoptant en fait l'Amérique. Donc il dit, ne soyez pas victimes du dollarisme. Vous avez été victime Ouais. du colonialisme, vous vous êtes séparés du colonialisme, maintenant j'ai l'impression que vous êtes dans le dollarisme. Alors que Oui, c'est la même chose. donc il passe d'une période où, il y a pas mal de pays qui sont plus dans des guerres de libération et des tentatives d'avoir leur indépendance, à une période où beaucoup de pays ont récemment acquis leur indépendance Ouais. et les dirigeants peut-être qu'ils ne veulent pas, là c'est une spéculation, hein, de ma part, mais peut-être qu'ils ne veulent pas se mouiller un peu devant les États-Unis, Mais en regarde en aujourd'hui. étant en étant à peine, en étant à peine indépendants. Ça Mais pourrait être regarde aujourd'hui, c'est pour ça une que Malcolm spéculation. était quand même visionnaire, tu Mmh vois. mh. C'est les Mmh mh. fausses indépendances. Et c'est ça, j'ai Mmh. l'impression que c'est ça qui remarque dans son deuxième voyage, tu Ouais. vois. C'est qu'en fait, c'est le néocolonialisme qui est en train de se faire. Mmh mh. C'est pour ça qu'il amène une autre dimension à son combat. Il dit, mais attention, c'est pas le racisme, c'est pas le colonialisme, c'est attention, c'est par l'argent. C'est par aujourd'hui, on entend beaucoup, ouais, non, il faut de l'argent pour que nos communautés soient libères, ceci, cela. Il faut faire attention. Est-ce que c'est notre système monétaire?
Oui, je sais que d'ailleurs sur ce point-là, tu pourrais ne pas être d'accord avec moi, mais est-ce que c'est notre système monétaire pour dire que c'est l'économie qui va nous faire, qui va nous «sauver» entre guillemets de la mauvaise situation dans laquelle on est, tu vois? Et donc lui, il était beaucoup là-dessus, il était beaucoup sur le fait que faites attention au dollarisme, il appelle ça le dollarisme. Il voit qu'il y a beaucoup de pays africains qui, même si ils se sont libérés, ils se disent indépendants, en fait, ils prennent une autre forme de colonialisme en allant avec les Américains. Quand tu Ok, regardes aujourd'hui, ben, c'est là où on en est, quoi. ok, ok, excellent. Vraiment, c'est vraiment, vraiment une superbe présentation. Je ne sais pas si tu voulais peut-être dire quelque chose par rapport à ça, par rapport à parce que tu as mentionné qu'il y a une poignée de main publique entre Oui. Martin Luther King et Malcolm X. Je ne sais pas s'il y avait un Non, non, autre élément que tu voulais ajouter, c'est tout. sinon C'est ce tout, serait tout, c'était hein. parce Ok, que ok. c'est une belle image, hein. C'est vous regardez aussi, moi, j'ai un poster de Martin Luther King. Ce serait bien d'ailleurs que je fasse un live sur la chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, vous pouvez liker la chaîne, si tu Malcolm X. Mais parler de ce faux combat entre Martin Luther King et Malcolm X. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de, alors, moi, je suis pro Malcolm X, Martin Luther King, c'était un fait, un ceci, un cela. Alors qu'au final, c'était des personnes qui avaient le même objectif avec des méthodes différentes. Et vers la fin Mhm, de sa vie, Malcolm X s'est rapproché, voulait beaucoup se rapprocher de Martin Luther King. On voit que Martin Luther King n'est pas très, très friand. C'est normal, le mal a été fait, hein, pendant des mhm, années. Il l'a attaqué. Mais Malcolm X a dit, OK, nous, on n'a pas la même, la même méthode, mais le même objectif. Donc, eux, leur philosophie de non-violence, on l'a pas. Mais on sera prêt, justement, à pouvoir répondre aux gens qui les attaquent violemment. Comme ça, quand eux, ils vont protester et qu'il y a des gens violents, nous, on va amener notre philosophie d'autodéfense pour faire face aux gens qui leur parlent de manière violente. mhm. Non, Ça, c'est c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis oui, ça vaut la peine d'avoir peut-être même un live par rapport à la vie de Martin Luther King. Donc vraiment, vraiment une super, super présentation de l'Institut. Merci beaucoup, Lémi, là-dessus. Ce qu'on peut voir de sa sortie de prison à ce milieu des années 60 dans lesquels il y a les indépendances et ces différents voyages en Afrique, puis il repart avec un message. Un message qui vient aux États-Unis, qui vient d'Afrique, puis un message qui vient des États-Unis en Afrique, c'est vraiment, vraiment super. ouais. Oui, là, tu mentionnes un peu les sources, puis j'ai demandé si quelques personnes avaient des questions. Sinon, on va attendre peut-être une petite minute ou quoi et voir pendant que tu mentionnes un peu les sources. Et Oui, oui, c'est autrement, on va clôturer. d'accord, d'accord. C'est les mêmes sources, hein, c'est toujours les mêmes sources que je reprends. L'Institut, on a un site, hein, on a un site institutmalcolmx.com dans lequel je commence à mettre aussi les audios. Les audios, ça se pourrait aussi que je fasse une petite section membres pour les personnes qui voudraient aller plus loin, parce que j'ai quand même certains dossiers que j'ai pas envie de mettre publiquement. Par contre, je pourrais pouvoir faire quelque chose, j'en parlerai plus tard. Oui, c'est important, c'est parti. Pourquoi? Parce que j'essaie toujours d'amener cette dimension dans laquelle Heu, le monde est cyclique, tu vois? Le monde est cyclique. Il faut vraiment pas penser que nous sommes des générations spontanées et quand on voit que Malcolm a son combat pour se rapprocher du continent africain, c'est exactement le même que ce que son père avait, puisque les parents de Malcolm X, pour eux, ils étaient temporairement aux États-Unis, ils étaient en train de se préparer pour prendre le bateau de l'UNAE et retourner travailler en Afrique. Mhm, Tu vois? La seule différence avec Malcolm X, c'est que maintenant, il disait: «Vous n'êtes pas obligé physiquement de retourner, sur le continent, mais qu'au moins culturellement, mentalement, vous vous sentez africain, que vous reprenez un peu votre paradigme à vous», tu vois? D'où le fait que je dis que Malcolm retournait vers le panafricanisme. mhm. Excellent, excellent. Euh, il y a une question de Pascal. Euh, alors, est-ce que Malcolm X était plus dans la lutte politique, entre parenthèses, culture, religion, société, au contraire de Dubois, et des, panafricanistes, qui lui étaient plus sur le questionnement socio-économique? Oui, c'était Mmh, plus politique, hein. ouais. Question économique, en fait, pour Malcolm, bah, en tout cas, quand il était dans Nation of Islam, il en parlait beaucoup, sur le fait qu'il disait que
pour pouvoir avancer, justement, il faut aussi qu'on ait aussi une liberté financière, qu'on puisse aussi s'autofinancer. Mais son combat, moi, je dirais même qu'il était beaucoup plus culturel. Il était beaucoup plus culturel. Dans ses discours, il parle beaucoup du fait que vous devez connaître qui vous êtes, tu vois, redécouvrir qui vous êtes pour pouvoir avancer, tu vois. Mmh. Donc, à partir de là, une fois qu'on a cette base-là culturelle, à ce moment-là, on peut se reconstruire ensemble. Tu vois? On peut reconstruire carrément une société ensemble et c'est un peu ce que la Nation of Islam disait aussi d'ailleurs. La Nation of Islam parlait du fait qu'on veut se séparer. Eux, c'était un peu utopique, mais ils disaient qu'on veut se séparer. On veut avoir une partie des terres des États-Unis dans laquelle on va, ramener nos architectes et autres. On va créer notre propre société avec notre gouvernement. Donc aussi, ils avaient une dimension politique, même si la première était religieuse, c'était plus politique, tu vois? Maintenant, celle de Dubois, je ne connais pas très bien, quelle était leur politique, au niveau, en sens socio-économique. Je pourrais pas vraiment, comment dire? Élaborer sur ça, mais clairement pour Malcolm X, c'était clairement politique et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait 2 organisations, une qui était, religieuse et l'autre qui était Mmh. purement politique. OK. Une autre, c'est une question peut-être un peu plus générale, pas directement dans le sujet de notre vidéo, mais c'est, aussi de Pascal par rapport à, il demande quelle est la question ou la place de la spiritualité dans la lutte des noirs américains? Donc c'est un peu plus général que juste Malcolm X, hein, mais la place de la spiritualité, bon, sachant que voilà, Malcolm X est très fortement lié à une vision de l'islam qui évolue dans le temps. Luther King, c'est lui-même un, si je dis bien un pasteur, il est lui-même pasteur à très, très jeune. Si on prend déjà ces 2 groupes-là, ces 2 2 religions, différentes, mais quelle serait ta réponse là, par rapport à la place de la spiritualité dans la lutte des noirs américains? En réalité, je répondrais comme Malcolm X, hein, justement, à la fin de sa vie, enfin, à la fin de sa vie. Il a dit, il faudrait qu'on oublie nos religions, il faudrait qu'on les mette dans notre tiroir. C'est personnel, en fait. C'est quelque chose d'assez personnel. Quand tu regardes bien, Martin Luther King, c'était un chrétien, mais ça n'empêchait pas d'être sur le terrain pour le combat des Noirs. Et il trouvait ça absurde qu'il faut absolument être musulman pour pouvoir participer et sauver en tout cas la communauté noire. Elle a une place très importante. Chaque personne doit avoir une spiritualité. À savoir, est-ce qu'on doit tous avoir la même spiritualité? Moi, personnellement, je ne sais pas. Au niveau des États-Unis, quand Mmh. tu regardes bien, tout leader a quand même sa spiritualité. Tu vois, est-ce qu'ils ont une spiritualité commune? Je ne pense pas. Quand tu regardes au niveau des Black Panthers, les Black Panthers, à un moment donné, ils avaient, des rivaux qui étaient comment dire? C'était un peu les afrocentristes, tristes, bref. Tu vois l'autre là, le fondateur justement de l'afrocentricité, j'ai oublié son prénom. Eux, ils étaient Chez vraiment plus dans la spiritualité. Tu vois c'est qui? Mmh. Chez les Black Panthers, tu veux dire? Pas chez les Black Panthers. Les Black Panthers étaient en rivalité avec un autre groupe nationaliste un peu plus spirituel. Mmh. Maringa, je crois que c'est Maringa son nom, Mmh, OK. qui a fondé vraiment le mouvement, afrocentriste, aux États-Unis et tu vois, malheureusement, je me dis, comme d'ailleurs Malcolm X le disait, c'est quand même dommage qu'on puisse se séparer sur ce genre de différences-là, alors qu'on a des gros points communs, tu vois? On est noirs, on vit la même chose, tu vois? Les mêmes situations. On devrait être ensemble pour pouvoir avancer, mais nos différentes philosophies, enfin nos différentes, comment dire? Appartenances religieuses fait qu'on se sépare et Malcolm X justement parle d'avoir la même philosophie, voilà, le même, comment est-ce qu'il appelait ça encore? Heu, Pas le même plan politique, mais tu vois, il faut qu'on ait quelque chose qui nous lie, qui est en dehors des religions. Les religions, on le met, dans in the closet, comme il disait, dans l'armoire et qu'on se réunisse sur le fait déjà qu'on soit noir, qu'on a la même philosophie, que voilà, qu'on se ressemble au niveau culturel. Donc OK. moi, c'est ça. Heu, OK. Puis, Ouais, j'aimerais bien avoir son avis. je pense par rapport à donc ce que Pascal dit, je pense qu'il ouais, il donne des suggestions par rapport à la personne que tu cherchais là, si c'était pas, Diop qui influence Ah, c'est Maringa, c'est les Maringa. Condé Maringa. OK. OK. Est-ce qu'il y a d'autres, d'autres questions? Je vais attendre,
On va attendre un peu. Mais, c'est 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 vraiment un personnage, ce qui est bien aussi, je pense qu'à l'institut, on peut voir, avoir d'autres sources, audio ou quoi de audio ou vidéo de Malcolm X. C'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on il il y a un leg, il a vécu assez, assez tard, on va dire, dans une décennie où on pouvait, commencer à enregistrer et sauvegarder, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se dit et je pense que ça c'est super important. Parce que Maulana Karenga, c'est lui que je parlais, c'était un activiste. OK, OK. Maulana Karenga. Voilà, carrière. OK. Mais Ce oui, ce OK, qui est là, je intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'informations, en fait, chez les anglophones, tu vois? C'est plus chez les francophones que j'ai l'impression qu'il y a moins d'informations sur Malcolm X, tu vois? C'est ouais, pour ça que c'est beaucoup moins traduit, en fait. C'est effectivement beaucoup moins traduit. Moi, pratiquement tout ce que j'ai sur moi comics, c'est en anglais, c'est en effectivement. anglais. D'ailleurs, même ce que je suis en train de mettre comme source, très peu sont traduites en français, à part l'autobiographie qu'on a du mal à retrouver. Sinon le reste, non, c'est en anglais. Je sais Ouais. pas pourquoi ça en OK. Ben, vraiment, merci beaucoup, et merci à toutes les personnes qui ont regardé, le live, mais qui vont aussi regarder, les diffusions ultérieures. N'hésitez pas à mettre vos opinions, en commentaire sur la question, à apporter quoi que ce soit comme, complément d'information, complément de source. Il y a énormément de choses que l'EMI ici a couvert. C'est on traverse, différentes, décennies, différentes parties des États-Unis, différentes, périodes, de l'histoire des États-Unis, tout ce qui est, la lutte par rapport aux droits civiques, la ségrégation, heu, la création de la Nation of Islam. Donc il y a énormément de choses que l'EMI couvre, ici dans ce live, donc j'encourage vraiment tout le monde à prendre le temps de regarder ce live et engager aussi avec nous. On va regarder, les commentaires et on va être, actifs. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as un autre mot de la fin, Lémi, mais, Non, merci beaucoup, si merci beaucoup. Comme je dis encore, c'est un échange, hein. Je ne suis pas la personne qui est là à vous imposer une façon de penser, mais je trouve que avec toutes les documentations qu'il a laissées, ce serait vraiment intéressant qu'on puisse discuter ensemble, qu'on puisse analyser ensemble et surtout pouvoir appliquer ce qui est important aujourd'hui parce que étant un visionnaire, on voit que beaucoup de choses qui ont été dites dans le passé restent encore aujourd'hui. Donc, suivez la Caribou, suivez Institut Malcolm. Si vous avez des idées, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. OK. Merci. Merci à tous.